bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 41 et 5e épisode sur la COVID-19, donc la crise de la COVID-19. Aujourd'hui, on est beaucoup de gens sur le podcast, c'est super le fun. On a la chance d'avoir 3 personnes qui enseignent à l'université. Donc, premièrement, j'ai Vincent Beauché qui est superviseur de stage et chargé de cours. J'ai Laurence Murray-Dugré, qu'on voit en ce moment, qui est chargée de cours et conseillère pédagogique à la l'UQTR. Et Vincent, je n'ai pas mentionné, mais à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai Mathieu Bouchard, qui est conseiller pédagogique et à l'UQTR aussi. J'ai Jean-Benoît Farrand et Laurent Constantin. Bonjour! On a présenté. Bonjour à tous. Bonjour. Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié. Aujourd'hui, on va parler principalement de la crise de la COVID-19 avec ce qui se passe à l'université parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui se passe au secondaire et un peu au primaire depuis les 5 derniers podcasts, mais on n'a pas parlé du tout de ce qui se passe à l'université. Mm-hmm. Puis on a des personnes impliquées dans le milieu qui sont vous, qui allez pouvoir nous en parler. Je vais commencer avec toi, Vincent, parce que le temps joue un peu contre toi aujourd'hui. Là. Ça se peut que tu partes en milieu de podcast, c'est bien correct. Principalement, toi, comment tu as vécu ça, la COVID-19, en tant que prof à l'université au début de la crise? Ben, il faut dire que moi, en tant que chargé de cours et superviseur de stage, mais surtout aussi en tant que président du syndicat des chargés de cours à l'Université de Sherbrooke, c'est dans cette fonction-là que j'ai vécu le début, en fait, de toute cette crise-là, si on veut. Parce que, en fait, nous, pour remettre dans le contexte, là, il y a plein de choses qui se sont mélangées en même temps, parce que ça a fait une grosse situation. C'est qu'on était en train de terminer, en tout cas, du moins d'essayer de terminer les négociations pour le renouvellement de notre convention collective. La semaine, au retour de la semaine de relâche, on était en grève. Donc, le lundi matin, on est parti en grève. Et quand tout ça a déboulé, donc à partir du mercredi et surtout le jeudi, ben nous, on était dans cette dynamique-là, en grosse négociation. Puis, négociation qui, là, était rendue à un point que ça avançait plus vraiment. On voyait les universités qui, une après l'autre, commençaient à dire, ben là, on va suspendre les cours, on arrête ça, on arrête ça. Donc, c'était comme assez particulier. Pour finalement qu'on fasse une entente de principe le jeudi soir, donc jeudi soir le 12. Et là, le vendredi, les nouvelles, les différentes déclarations ont continué là, à débouler là, sur les écoles qui fermaient, c'est ça. Et donc, on est revenu in extremis, là, si on veut, parce que sinon, je pense qu'on serait encore sur le coin de la rue avant la grève, pour je ne sais pas trop combien de temps, ce qui n'aurait pas été optimal. La grève à 2 mètres de distance, c'est important de le préciser. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, nous, il y avait ce contexte-là. Et donc là, c'est ça, les annonces ont été faites. L'Université de Sherbrooke a quand même tardé là, un petit peu là, à aller de l'avant. Mais à un moment donné, là, ça a été clair là, par voie ministérielle que les écoles, toutes les institutions, tout était arrêté. Là, il y a eu un gros flou là, qui est arrivé sur le à distance et sur le présentiel. Et dans les documents, puis là aussi, à mélanger avec ça, il y avait le 2 semaines que ça paraissait assez clair que le ministre disait tout le monde restez chez vous, on arrête, là, tu sais, c'est fini. Là. Mais là, en même temps, le présentiel pouvait peut-être continuer. Puis en tout cas, fait que l'Université de Sherbrooke a fait un communiqué le dimanche soir. Et dans ce communiqué-là, il y avait une phrase relativement ambiguë qui pouvait être interprétée, à savoir que tout le monde, on s'en va en ligne. Et ça, c'est pas rien. À partir de là, ça a été, écoute, ça a été l'enfer, c'est l'expression, là. Mais en termes de communication, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passait exactement, puis là, ce qu'ils venaient de dire à tous les chargés de cours et tous les professeurs qu'il fallait s'en aller en ligne, ou on attendait-tu le 2 semaines que le ministre avait dit, ou est-ce qu'on se préparait un petit peu pour on attendait voir qu'est-ce qui allait se passer, ou est-ce que c'est clair qu'on n'allait pas revenir? En tout cas, c'était vraiment intense. Et ça a été même pendant 2 semaines.
Donc, je l'ai vécu vraiment là, en tant que président de syndicat, de réagir aux communications de l'université, de faire beaucoup de relations intersyndicales avec les autres syndicats d'enseignement, de se faire des rencontres par Teams ici et là, des fois avec la direction de l'université, des fois avec les autres syndicats, des fois avec mon CE à moi. Donc, ça a été tout ça mis ensemble. Moi, cet hiver, si je reviens à ta question initiale, ce que j'avais comme tâche, c'était, outre nombreuses heures de négociation, c'était juste de la supervision de stage. Donc, j'avais une cohorte de 4e année en enseignement secondaire qui, eux, étaient en stage, cela dit, depuis le mois de janvier. Et quand ça s'est arrivé, nous, on est chanceux parce que l'Université de Sherbrooke, les 4e années au BES, commencent quand ils peuvent au mois de janvier. Et là, ils ont leurs 45 jours de stage à faire. Donc, il y en a, pour la plupart, ils étaient en train de terminer là, tranquillement, pas vite. Fait qu'il leur manquait une semaine, peut-être 2 semaines, maximum 3 semaines dans un cas. Mais ça s'est terminé assez abruptement. Moi, il y a des visites de supervision que je n'ai pas été en mesure de faire, mais j'avais quand même vu tout le monde une fois. Donc, j'avais du matériel sur lequel me baser pour éventuellement faire des évaluations si on ne retournait pas les voir, ce qui était effectivement le cas. Fait que voilà, pour faire une mise en contexte, là, c'est de même que ça a commencé de notre côté. OK, donc pour les stages 4, grosso modo, c'est pas si grave que ça, mais pour les stages 1, 2, 3 de votre bord à Sherbrooke, qu'est-ce que ça dit? Donc, à Sherbrooke, le stage 1 se fait à l'automne, donc ça ne le touchait pas. Le stage 2, c'est à la fin de l'automne. Le stage 3, excusez, c'est à la fin de l'automne aussi, parce que ça ne le touchait pas. Il y avait le stage 2. Le stage 2, chez nous, il se fait 2 semaines avant le relâche et 3 semaines après le relâche. Donc là, ça a fait que la plupart, en fait, tout le monde a fait 3 semaines. Fait qu'il leur manquait 2 semaines pour finir leur stage 2. De ce que j'ai cru comprendre, il n'y aura pas de modalité là, de reprise, par exemple, à l'automne prochain, où on va faire avec. Ils ont fait 3 semaines de stage, des travaux réflexifs ici et là. On a quand même une rétroaction des enseignants associés. Les superviseurs de stage, pour la plupart, vont avoir vu une fois durant le stage les stagiaires, parce qu'on y va 2 fois, en stage 2, 3, 4, on y va 2 fois. Puis donc, ça leur a pas trop eu d'impact. Mais peut-être que vous en avez parlé dans d'autres podcasts, là, mais moi, ma conjointe est professeure à l'Université de Sherbrooke ici, au bac en enseignement de l'éducation physique. Et eux, leur stage 4 commençait tout juste avant ou après leur relâche. Oh, OK. On est comme dans un autre dynamique. Puis là, d'essayer de voir les nouvelles là, qui émanaient là, du gouvernement, bon, qu'est-ce qui allait se passer avec les écoles, etc., pour garder un espoir, mais là, finalement, tout ça est parti en fumée. Est-ce que moi, j'avais peut-être une question pour Laurence? Oui. Parce que, bon, on a parlé du cas de Sherbrooke, mais à Trois-Rivières, est-ce que l'horaire des stages, c'est les mêmes? Parce que je me rappelle, il me semble que le stage 2, tu finissais comme vraiment en ce moment-là. Donc, ça veut dire que le stage 2, qui est de 4 semaines, à Trois-Rivières aurait commencé ou à peine? Ou J'ai pas d'informations particulières spécifiques par rapport à ça. Non, je sais qu'il y a des discussions évidemment qui se font avec l'université, savoir en général qu'est-ce qui va se passer avec les stages, que ce soit en enseignement ou du côté, exemple, sciences infirmières, il y avait beaucoup d'étudiantes qui étaient en stage en ergo aussi, qui sont déjà dans le milieu de la santé. Ils ont je sais entre les branches que ça parle d'avoir une extension à l'automne, etc. Mais tout est sur la glace, je dirais. Mais oui, les étudiants, en ce moment, il y avait des étudiants en stage 2, en stage 4. Je sais, exemple, que à la fin du stage 4, ça se termine par un séminaire de synthèse qui, lui, est donné quand même à distance. Je sais que moi, j'avais des étudiants de première année, mais au primaire et en adaptation scolaire. Puis l'adaptation scolaire, ils étaient partis en stage. Eux autres, je pense qu'ils ont eu 2 semaines de stage, puis sur 3. Fait que peut-être que ça va se terminer comme du côté de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire faire avec ces 2 semaines-là qui avaient été faites, surtout que c'est un peu premier stage. Mais là, ça, c'est moi qui s'avance personnellement. Je n'ai pas de source officielle. Donc, est-ce qu'à Sherbrooke, il va y avoir une espèce de synthèse faite en ligne? Il me semble à Sherbrooke aussi, il y a peut-être une espèce de mémoire de fin de bac. Est-ce que ça, c'est maintenu?
Oui, en fait, il y avait comme 2 activités à la fin du stage 4. Là. Il y a une activité qu'on appelle, qui est vraiment intégrée dans l'activité du stage, donc le jury du portfolio, c'est-à-dire que de faire un retour sur le portfolio que les étudiants ont construit durant leurs 4 années de formation sur les 12 compétences professionnelles. Là, il y avait une espèce de simulation d'entrevue là, avec le superviseur, un enseignant interne à l'université et après ça, une personne externe, par exemple, une direction d'école ou un enseignant. Ça a été nécessairement, ça a pris le bord et on a trouvé une formule là, en ligne qui se faisait quand même très bien. Puis là, justement, cette semaine, j'ai à regarder là, l'ensemble des vidéos que les étudiants ont produits pour répondre aux questions de moi, de l'enseignant interne et finalement, ils ont remplacé l'enseignant externe ou la personne externe par un collègue de la cohorte. Donc, tout le monde est allé voir les différents portfolios, puis on s'est posé des questions, les étudiants, il y avait à se filmer, et nous, on va regarder ça. L'autre activité qu'il y avait, c'était le mémoire, comment qu'ils l'appellent, en tout cas, un mémoire de fin de bac, là, ou de fin de stage, une recherche-action qu'ils ont offert en 4e année. Et ça, ils ont tout changé la formule. Puis là, ce qui arrivait, entre autres, là-dedans, c'est qu'il y avait plusieurs stagiaires qui n'avaient pas été en mesure de faire ou de compléter la recherche-action en question. Ouais. Donc, d'aller chercher les résultats qu'ils voulaient aller chercher durant leur stage. Donc, ils ont trouvé des modalités pour dire, c'est peut-être pas nécessairement nécessaire de présenter des résultats, mais il y a quand même une problématique, un cadre conceptuel, des trucs de même à présenter. Il n'y aura pas il y avait une espèce de colloque aussi, là, où est-ce qu'on présentait les résultats de ces recherches-actions-là. Ça se faisait le soir dans une salle louée quelque part. Là. Donc, ça n'a pas eu lieu non plus. Ils ont trouvé une autre modalité. Mais ça n'empêchera pas, finalement, le bac de se conclure là, pour les 4e années. J'aimerais ça aborder la question du retour à l'enseignement en classe. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Puis je m'adresse peut-être plus aux conseillers pédagogiques ici. Je présume que ce n'est pas tous les profs et chargés de cours qui étaient à l'aise avec la vidéoconférence ou diriger un cours de cette façon-là. J'aimerais ça avoir le pouls de la situation à ce niveau-là. Je peux peut-être y aller. Dans le fond, c'est sûr que comme conseiller pédagogique, on n'a pas la vue d'ensemble sur tout le corps professoral puis tous les chargés de cours de l'université. T'sais. Il y a bien des enseignants qui vont faire leurs trucs eux-mêmes, par eux-mêmes, de façon individuelle, puis c'est bien correct. Là. Je pense que ça pose pas de problème. Nous, on est là vraiment pour les accompagner, répondre à leurs besoins. Puis je peux peut-être parler de comment est-ce qu'on a mis ça en place au bureau de pédagogie, en tout cas à l'UQTR, cette transition-là vers l'enseignement à distance, qui a été un petit peu forcée pour tout le monde. On est habitué de faire des cours en ligne chez nous, on en fait depuis longtemps. On n'en fait pas beaucoup, mais on les fait un petit peu de façon artisanale, si on veut. Je pense qu'ils sont bien appréciés, mais c'est impossible d'offrir une qualité semblable en 2 semaines là, dans l'urgence. Fait que, ce qu'on s'est rendu compte autour de la semaine du 9 mars, là, avant que tout ça commence, c'est que les universités américaines, puis même en Europe, commençaient à diffuser des choses sur Internet, pour parler un peu de la continuité pédagogique. Parce que ces universités-là, ils commençaient déjà à parler de cette transition-là, puis il y en avait déjà qui avaient transitionné vers la formation à distance. Fait que nous, on regardait ça, on s'en parlait entre collègues, je me rappelle, Laurence, d'en avoir parlé, mais on ne pouvait pas prévoir que le vendredi même de cette semaine-là, ça allait arriver, tu sais. On se disait, regarde, Harvard, ils ont sorti un déploiement pédagogique, ils vont enseigner en ligne, fait qu'on regardait ça. Là, le 11 mars, l'OMS dit que c'est une pandémie, OK. Le 13 mars, ça ferme. Fait que là, on s'est dit, bon, OK, faut qu'on bouge, faut qu'on soit là pour nos enseignants. Puis là, comme tu disais tantôt, effectivement, pendant 2 semaines, le gouvernement a dit tout est fermé au niveau du milieu scolaire. Donc, le temps qu'on se tourne de bord puis qu'on trouve des solutions. Fait qu'à l'université, rapidement, ils ont dit, OK, les cours en présentiel, c'est terminé pour 2 semaines. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Mais les cours en ligne, eux, ils continuent. Je pense qu'il avait dit que c'était sans éléments d'évaluation. Donc, les cours en ligne continuaient, mais sans éléments d'évaluation. Donc, on s'est rencontrés en équipe le 16 mars quand tout ça a recommencé avec Zoom, qui a été déployé un peu en urgence. Là. J'avais jamais utilisé Zoom, je pense, avant la semaine du 16 mars, puis là, on l'utilise presque tous les jours. Fait que là, ce qu'on a fait rapidement, là, dès la première journée, c'est de mettre en place un site de soutien pour les profs, pour les chargés de cours. Et sur ce site-là, on a mis plein d'éléments là, sur comment des ressources sur comment enseigner en ligne, des ressources sur partager vos expérimentations, des forums de discussion, des choses comme ça. Donc, on a mis ça en place, mais on le met à jour quotidiennement encore aujourd'hui. Là.
Puis la semaine d'après, la semaine du 23, ben Laurence, tu avais beaucoup travaillé là-dessus. C'était la mise en place de tout un éventail de formations puis de séances d'accompagnement synchrone avec Zoom sur comment est-ce qu'on fait de la capture vidéo d'écran, comment est-ce qu'on transfère des fichiers volumineux aux étudiants, des affaires autant techniques que plus pédagogiques, là. Fait qu'on est allé vraiment en essayant de prévoir un peu ça allait être quoi les besoins des profs, en les invitant à venir à nous s'il y avait des questions, puis en essayant de trouver le meilleur médium pour les rejoindre, pour qu'ils sachent qu'on existe, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants à l'université qui ne connaissent pas notre offre de service au bureau de pédagogie. Fait que ça a été vraiment de mettre ça en branle. Puis là, on se rend compte à la mi-avril que c'est bien rodé. Tu sais, on se rend compte que les gens savent qu'on existe, qu'on est là. Puis ils viennent plus vers nous qu'il y a un mois, j'ai l'impression. Donc ça a pris quand même du temps, mais là, on y est arrivé, là, je pense, rendu là. J'ai peut-être une question. Bon, ben vas-y, Marc-André, je vais continuer. C'est rapide. Moi, j'ai fait un certificat à distance avec le Cégep de Saint-Hyacinthe, le campus de l'UQTR à Saint-Hyacinthe. Puis là, j'avais souvent comme un enseignant qui se promenait soit Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Longueuil. Puis c'était souvent en vidéoconférence. Ce système-là, il pouvait-tu se déployer dans le contexte actuel d'une certaine façon? Je peux répondre. Là. Ouais. Ça fait partie, en fait, c'est un de mes dossiers. Là. La visio, non. En fait, on a des classes spéciales à l'université pour que la visioconférence fonctionne. Fait que c'est vraiment d'une classe d'un lieu à une autre classe dans un autre lieu. Donc ça, on a ça c'est suspendu aussi étant donné qu'il n'y a personne qui va physiquement à l'université. Mais à l'inverse, on avait aussi des cours qui se donnaient à distance. Donc, on a des cours qui sont en ligne, qui sont créés par une équipe multimédia, accompagnée avec nous autres et un prof où on dépose du matériel en ligne avec des vidéos et tout ça. Ça, c'est un cours qui se donne toujours actuellement, qui n'a pas arrêté. On a la visioconférence qui a été suspendue, puis on a des cours qui se donnent en présentiel qui ont été transformés en cours à distance pour la fin de la session. Mais là, quand on parle à distance, on a l'utilisation de Zoom ou d'autres universités, c'est aussi peut-être la plateforme VIA. Nous, on a fait de la transition vers Zoom cette année même. Donc, Mathieu, c'était un qui n'avait pas encore utilisé Zoom, mais il y a des classes qui l'utilisaient déjà. Ouais. Mais si c'est pas Zoom, parce que effectivement, il y a des enseignants qui sont aussi plus à l'aise que d'autres avec la technologie, ben eux autres, ils ont pu opter vers d'autres stratégies pédagogiques qui correspondaient peut-être mieux à leur capacité actuelle, mais pendant ce temps-là, nous, on offre beaucoup de formations, beaucoup de formations pour utiliser les outils qui existent déjà ou sinon des nouveaux outils pour encourager les gens à les utiliser, mais évidemment, on peut pas. Il y a des gens qui ont une certaine facilité, mais il y en a d'autres pour qui c'est plus ardu aussi. Fait qu'il faut continuer d'offrir ces formations-là, puis tout dépendant combien de temps tout ça va durer, évidemment. Laurence, tu réponds un peu à ma question. Ma question, en fait, c'était, il me semble, la plateforme VIA, c'était celle qui était la plus utilisée dans les cours en ligne précédemment. Et je me demandais pourquoi il y a eu cette transition-là vers Zoom, parce que j'ai lu en ligne, disons, des gens qui défendaient VIA en étant une plateforme, semblerait, québécoise, Zoom, dans laquelle il y a peut-être plus des failles de sécurité. Est-ce que c'était déjà un processus qui était avant même la crise, puis c'est juste, c'est arrivé pendant qu'il y avait cette transition-là qui se présente les deux? Il y a eu, je sais qu'à l'UQTR, il y a eu 3 plateformes qui ont été testées. Puis Zoom, c'est elle vers laquelle l'UQTR s'est tournée. Puis elle annonçait officiellement ça vers le début du mois de février. Mais ça faisait déjà un an là, qu'une équipe travaillait à tester ces 3-là. On a eu des enseignants qui ont testé les 3 aussi, plusieurs enseignants. Donc, une espèce de peut-être pas un focus group, mais dans ce genre-là où on a eu des enseignants qui testaient puis qui comparaient finalement ces 3 plateformes-là et c'est Zoom qui a été implanté. Donc déjà depuis le mois de septembre, on avait des gens qui se tournaient vers Zoom, on offrait les deux, mais là à partir du mois de février, l'université s'est positionnée pour l'utilisation de Zoom par rapport à VIA. Peut-être pour vous donner une idée aussi, à Sherbrooke, du jour au lendemain, ils se sont virés vers Teams. Il y avait à peu près rien à ma connaissance qui était déployé là, avec Teams, mais j'ai l'impression que vu qu'Office 365 puis que nos courriels, etc., étaient déjà implantés, ça a été une technologie qu'ils ont gardée. Puis en l'espace d'une fin de semaine, ils ont créé un cours
en fait un Teams pour tous les cours qui étaient actifs à la session d'hiver. Parce qu'il y avait peur, entre autres, aussi que le monde s'enligne tous vers Moodle, puis que Moodle crash. Puis finalement, ça l'aurait peut-être pu tenir, mais bref, on a fait un apprentissage en accéléré de Teams, puis toute l'Université de Sherbrooke, on est là-dessus. Le podcast aussi, d'ailleurs, et voilà. appris rapidement Teams. Oui, c'est ça. C'est le cas pour tout le monde. Même chose pour nous, en fait. On n'avait pas de licence de Teams avant. Là. C'est tout nouveau. Ouais. Mais ça a nécessité quand même beaucoup d'implications. On est chanceux, nous autres, en tout cas, à l'UQTR, là, on a une grosse équipe du côté du service des technologies et de l'information qui ont pu supporter, somme toute, très bien ce passage-là, mais il n'a pas été évident non plus. On a vu la création de la cote succès ou la cote R qui a apparu. Puis ça a été, je sais, tout un travail de développement du côté informatique. Pareil pour les licences Zoom, il a fallu commander, on parle de milliers de licences Zoom à l'UQTR pour pouvoir aider pour permettre la fin de la session, mais ça prend beaucoup de personnes sur le plan informatique et on a été chanceux de ce côté-là de pouvoir soutenir ça relativement bien, là. Puis je ferai du pouce là-dessus en mentionnant, si on se rappelle, dans la séquence des événements, dans un premier temps, on a dit il n'y a plus de cours en présentiel. Bon, ben parfait, tous les étudiants, vous en allez chez vous. Puis normalement, il y a des bonnes chances qu'on s'enligne qu'on s'en aille en ligne, tu sais. Mais là, après ça, je pense que c'est le mercredi de la première semaine, ou le mardi ou le mercredi, que le ministre a dit, le premier ministre, ben là, on ferme les campus, carrément. Il y a du monde sur un campus universitaire, là. Il y a, en tant que chercheur, tout le monde qui travaille. Ça fait que on parle du service des technologies de l'information. Là, j'ai l'impression qu'eux, ils ont eu comme un gros, vraiment un méga rush durant la première fin de semaine. Là, ils pensaient peut-être se reposer un petit peu, puis là, bang, l'autre affaire arrive, là, on ferme les campus, puis là, après ça, il y a tout l'aspect en ligne et logiciel, mais l'aspect aussi technique matériel, là, quand on avait, je pense qu'il avait commandé comme 300 casques d'écoute, puis des ci, puis des ça, pour donner un peu à tout le monde, puis là, pour compliquer l'affaire, mais ça a été commandé quand on savait qu'on s'en allait en ligne, mais là, à un moment donné, tu n'as plus accès là, à tes locaux nécessairement. Là. Ouais. C'était même question qu'on va recevoir des commandes de stock, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça va être, et qui va pouvoir aller chercher, et comment on va pouvoir le distribuer. Là. On leur lève notre chapeau. Ah ouais, effectivement. Je voulais vous questionner sur l'expérience enseignante, puis peut-être tantôt on abordera aussi l'expérience étudiante, mais en tant que chargé de cours, prof, ou les commentaires que vous avez eus, comment que les chargés de cours, les profs vivent cette expérience-là d'enseigner à distance? C'est positif ce qui ressort? C'est catastrophique? Est-ce que la dynamique, ça fonctionne bien? Comment que les chargés de cours, les profs vivent ça en ce moment? Je sais pas, c'est qui veut commencer? On a quand même une vue d'ensemble, une vue limitée de ce que vivent les enseignants puis les chargés de cours. On le voit quand on donne nos formations puis nos séances d'accompagnement. Tu sais, on leur pose des questions, comment ça se passe, mais on s'entend que les gens souvent qui viennent aux formations puis aux séances d'accompagnement, c'est des gens qui sont plus convaincus, en tout cas, qui sont plus motivés d'utiliser le service qu'on leur offre. Fait que je sais pas à quel point c'est une bonne référence, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu d'anxiété puis que de l'inconnu vers cette clientèle-là qui sont pas habitués de travailler avec ces outils-là. Pas nécessairement parce qu'ils connaissent pas, ils maîtrisent pas la technique. Là, c'est plus au niveau de la prestation enseignante, c'est pas pareil quand t'es pas devant ton groupe. Et le contact est différent, puis c'est bien anxiogène pour plusieurs personnes. Puis je le comprends, je peux comprendre pourquoi. Fait que c'est toujours travailler avec le fameux mot bienveillance là, qu'on entend beaucoup, c'est avoir ça en tête tout le temps sans imposer rien aux gens. T'sais. Laurence, je sais pas, ton expérience, toi, Je suis bien d'accord, tu sais, pour ceux qui viennent qui viennent nous voir à notre service, qui viennent discuter avec nous autres, ça arrive entre autres qu'on a des gens que ça va être de donner une formation pour savoir comment utiliser exemple Zoom ou comment utiliser nous autres on a un logiciel pour créer entre autres des examens ou le portail de cours. Il y a des gens pour qui c'est plus anxiogène, donc ils vont nous demander d'être présents au premier cours. Donc, on fait aussi cette
cet accompagnement-là, où j'assure des fois le premier 30 minutes, où je m'assure que tout le monde entend bien, les micros fonctionnent pour après ça me retirer. Des fois, je suis restée un cours complet aussi à la demande d'un enseignant. Donc, ça dépend beaucoup de l'enseignant, mais effectivement, c'est une période qui est pas parfaite, là, puis je le répète beaucoup auprès des enseignants, mais des étudiants aussi. C'est qu'on a pensé un plan de cours en début de session, là, ou à l'automne passé, puis ce plan de cours-là, il n'existe plus, tu sais, parce que mais c'est pas de la faute vont crier. Mais c'est pas de la faute de personne, tu sais, c'est vraiment, c'est pas une situation qui est parfaite, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis puis on a comme deux réactions aussi des enseignants, des étudiants. Puis j'en discutais avec des chargés de cours où il y a des classes que ça va somme toute bien, puis on a des étudiants qui sont plus réceptifs, qui veulent finir leur session, qui veulent avoir une note à la fin et non pas non plus uniquement la cote S ou tu sais, fait qu'il y a des classes qui fonctionnent mieux que d'autres à distance aussi. Puis à l'inverse, on a des programmes qui se donnent 100% en ligne, entre autres du côté du micro-programme voyons, j'ai un blanc, puis je veux en faire la pub. Mathieu Point Ah oui, en petite enfance, là. En petite enfance, merci. Ouais. Et pour eux, on discutait l'autre jour qu'ils ont eu une augmentation des inscriptions parce que pour la session d'été. Donc, on a des gens qui veulent profiter de cette période-là actuelle où ils sont à la maison puis qui veulent apprendre, qui veulent s'inscrire. Donc là, ils se disent c'est le moment ou jamais. Puis à l'inverse, on a des étudiants où là, c'est difficile de terminer la session. Fait que c'est sûr que l'enseignant dans ces deux mondes-là, il n'y aura pas la même expérience, tu sais. Fait que il essaie de s'ajuster, mais en même temps, il y a aussi des fois des contraintes technologiques, puis c'est pas nécessairement par ses capacités à lui non plus. Là. Des fois, il y a l'Internet qui fonctionne pas bien, etc. Donc, c'est comme il y a plusieurs éléments qui font que c'est une situation imparfaite, mais dans laquelle on essaie de se rendre à l'objectif qui est final, qui est de finir la session finalement. Ouais. Vincent, vous autres à Sherbrooke, c'est quoi le pouls? C'est ça, je continuerai un peu sur ce qui vient d'être mentionné. Tu sais, c'est je pense que comment que les personnes vivent ça, c'est très ambigu. Là. D'un côté, tout le monde veut bien faire. Tout le monde comprend la situation extraordinaire dans laquelle on se trouve, puis dans la mesure du possible, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas nuire aux étudiants. Mais en même temps, il y a tout plein de facteurs qui font que c'est impossible de faire à 100% ce qu'on voudrait faire de la manière qu'on voudrait le faire. Ne serait-ce que le fait, moi j'ai mes filles à la maison ici, là. Si j'avais un cours à donner qui serait le mardi matin, je peux pas l'enseigner mon cours le mardi matin, là. Fait que ça implique que je m'en aille vers l'asynchrone, mais vers l'asynchrone, c'est pas la même chose que d'être avec des gens, d'être en interaction avec des étudiants. Puis eux, après ça, est-ce que nos étudiants sont disposés vraiment à suivre ton cours? Puis s'ils ont 4, 5, 6 cours, faire 4, 5, 6 cours en ligne là, toutes les semaines, là, ça vient lourd à un moment donné aussi. Là. Fait que puis après ça, il y a comme le rush là, de quand on part, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire, comment que je peux arranger mes affaires, puis bon, OK, j'y vais, go. Mais là, à un moment donné, c'est comme tu y vas. Puis là, tu donnes un cours, puis là, tu te rends compte que sur tes 40 étudiants, il y en a peut-être 8 qui vont regarder les vidéos que tu vas avoir faites, ou il y en a 4 qui vont avoir fait tes lectures, puis là, tes évaluations, comment est-ce que tu fais ça, puis là, tu avais encore peut-être espoir qu'on pourrait le faire en présentiel, mais oublie ça, fait que là, il faut que tu rechanges ça, puis là, à un moment donné, il faut que tu évalues, puis là, en plus, si tu te trouves à enseigner durant la session d'été, chez nous, la session d'hiver, elle se termine le 24 avril, parce que la session d'été commence le 27 avril. Mm-hmm. Là, on est chanceux, on a eu une semaine de plus pour remettre les notes, mais tu sais, ça reste, tu penses à ça, j'ai des dizaines d'heures de correction à mettre, possiblement, pour finir ma session-là. Là, j'ai l'autre qui commence, pour que je prépare l'autre que j'avais pas prévu la faire en ligne. Fait que chaque cas est particulier. Puis là, je veux pas mettre ça nécessairement plus noir que c'est, mais c'est très complexe, puis c'est très multifactoriel en termes de comment je le vis et comment je peux apprécier la situation.
avec un peu de recul, puis là, je dis un peu de recul parce que la situation est loin d'être terminée, mais somme toute, croyez-vous que l'université québécoise était prête à affronter cette crise-là? Puis, en même temps, je rajouterais, est-ce que vous croyez que ce qui se passe en ce moment, ça va changer un petit quelque chose, peut-être dans la façon qu'on va enseigner, ou ça va apporter peut-être un petit plus, peut-être, pour la postérité? Un petit peu sur la postérité, c'est bon, ça, j'aime ça. Je parle à des universitaires. Mais peut-être brièvement, c'est ta première question, est-ce que les universités étaient prêtes? Il n'y a personne qui imaginait que ça pouvait arriver, là. Personne. Fait que d'arriver et de dire que du jour au lendemain, on ferme des universités pendant des semaines, c'est tout juste concevable si une université, depuis un certain temps, s'est fermée à Noël, là, tu sais. Fait que, d'après ça, de fermer pour des semaines et des semaines, c'est clair qu'il y a personne qui était là. Je pense que malgré tout, j'ai l'impression que c'est quand même bien fait. Cependant, puis je prends mon cas à Sherbrooke, moi j'ai l'impression que la direction a été voire trop prompte à vouloir tout de suite se revirer sur une scène, puis on repart. Nous, on a quand même une particularité que la session d'été est quand même une session qui est très active aussi, comparativement à d'autres universités. Fait qu'ils ne voulaient pas prendre de retard avec la session d'hiver pour commencer la session d'été, puis la décaler. Mais ça a amené beaucoup de situations anxiogènes, là, vraiment. Là. Puis nous, c'est un message qu'on martelait constamment, le syndicat des chargés de cours, le syndicat des professeurs, d'autres syndicats. Il aurait fallu prendre une semaine, voire les 2 semaines qui étaient là au départ, quand c'est parti de cette situation-là, puis s'arrêter un peu, là, puis prendre un grand respire, un petit peu de recul, puis OK, on se dit qu'on veut repartir je ne sais pas c'était quoi les dates, là, le lundi, le 27 ou quelque chose de même, là, puis mars, puis là, on s'en va avec ça. Mais là, nous, en tout cas, ça a vraiment été intense là, sur cet aspect-là. Mais je pense qu'ultimement, ça a quand même été relativement correct. Après ça, pour la suite des choses, puis là, ben, mes collègues pourront dire qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, mais c'est sûr que ça va avoir des impacts. Là. C'est sûr que ça va avoir, puis autant positif que négatif, là, ça va montrer des opportunités, puis ça va montrer des limites. Ça va avoir fait comprendre à beaucoup de monde que l'enseignement en ligne, ça se fait, ça peut se faire, ça peut bien se faire, surtout si on prend le temps de bien le faire, mais que d'avoir des sessions complètes de cours synchrones, puis il n'y a personne que ça y tente de faire ça. Là, puis que ça demande beaucoup de temps. Aller en ligne, faire des vrais bons cours en ligne, là, c'est pas la même chose. C'est pas parce que tu enseignes depuis 10 ans dans tes cours en présentiel que là, tout d'un coup, tu peux donner des bons cours en ligne. Ça fonctionne pas comme ça. Là. Puis donc, fait que je pense qu'on va vraiment voir à court terme, mais surtout à moyen terme, là, on va comme mais que ça se stabilise un peu, on va comme décanter tout ce qui se passe, là. Puis on va ressortir de ça des bonnes choses, puis des moins bonnes choses, puis des choses à garder, puis des choses à tasser. C'est amusant, Vincent, ça me fait penser quand tu dis les universités, ils ferment alors que ça ferme jamais une université, sauf à Noël. Là. Au mois de février, je pense que c'était au mois de février, une journée, l'université a fermé parce qu'il y avait une tempête de neige, tu sais. Puis, il y a quelques années, ça serait jamais arrivé. Puis l'université a fermé une journée. Puis là, tout le monde virait fou sur les réseaux sociaux. Puis là, peu de temps après, ben là, c'est fermé jusqu'à je sais pas quand. Fait que c'est quand même assez particulier. Moi, comme professionnel, comme employé professionnel dans une université, c'est amusant parce qu'on avait notre négociation de convention collective un mois ou 2, là, ça s'est terminé avant que tout ça arrive. Puis, il y avait un projet pilote qui a été mis en place sur le télétravail. Tu sais. On sait que dans la fonction publique, le télétravail, c'est un peu mal vu. En tout cas, dans le privé aussi, sûrement. Dans le privé, c'est un peu plus ouvert, je pense, mais dans la fonction publique, c'est pas très bien vu. Hein. En tout cas, ça fait pas tout le temps bonne presse. Là, c'est un projet pilote, puis là, on est en plein dedans, puis je pense qu'on prouve que on est capable de travailler en télétravail, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça va être en tout cas, pour les professionnels d'université, ça va être quelque chose qui va changer. Je pense qu'il va y avoir une ouverture au niveau du télétravail, de la conciliation travail-famille. Je sais qu'on s'éloigne un peu de l'enseignement, mais
ça va avoir une conséquence tangible pour moi dans mon travail, c'est certain, ce qui se passe en ce moment. T'sais. Même avec l'équipe du bureau de pédagogie, on est 6 conseillers pédagogiques, dont un coordonnateur, puis j'ai l'impression qu'on collabore comme jamais là, à distance. C'est assez incroyable tout ce qu'on a réussi à faire sans être physiquement ensemble dans une salle de réunion. T'sais. Fait que ça veut dire qu'on est capable de travailler à distance avec les outils qu'on conseille les enseignants d'utiliser. Fait qu'on fait la preuve que ça fonctionne. Ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr que c'est des défis. Là. Moi aussi, j'ai des enfants chez moi. D'ailleurs, j'entends un enfant. Je sais pas il est où, mais j'en entends un à quelque part. S'il y en a qui crient, c'est le mien. Fait que moi, j'en ai 3 ici. Fait que c'est sûr, c'est une conciliation qui est particulière. Puis pour les enseignants, justement, comme tu disais, Vincent, enseigner le matin alors que tes enfants à t'occuper, c'est pas évident. Alors que moi, si pendant une demi-heure, il faut que j'aide ma conjointe, ça va. Là. Comme professionnel, je peux me permettre ça. Mais comme enseignant, où on a des heures fixes, synchrones, je comprends que ça doit être plus difficile, là, effectivement. Toi, Laurence, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, ben dans le fond, c'est sûr que ça va apporter des changements, puis des changements au niveau, je pense, de l'enseignement même. Tu sais, on s'entend que encore aujourd'hui, le premier ministre disait que ça allait reprendre tranquillement, progressivement. Si on a une session d'été à prévoir, est-ce qu'elle va être 100% à distance? Est-ce qu'elle va peut-être être hybride? Mais tu sais, si on pense dans des modalités où on a un certain nombre d'étudiants qui sont en classe, nos classes sont pas faites pour être physiquement à 2 mètres non plus, comme au secondaire, comme au primaire. Mm-hmm. La cafétéria peut aussi comprendre plus de 250 personnes à la fois. Donc, je pense que c'est des choses qui vont devoir être physiquement revues. Puis si on décide d'aller vers un enseignement qui est à distance ou même hybride, il faut revoir des stratégies qu'on n'avait pas tendance à utiliser peut-être avant. T'sais. Donc là, c'est tout un processus de réflexion qui se fait tout seul ou des fois accompagné, mais je pense que ça va apporter des changements, oui, plus tard ou du moins dans ce que les gens peuvent faire dans une classe. Parce que j'aime, c'est peut-être naïf, là, mais j'aime penser que si on se dit qu'on est dans cette formule-là encore un bout de temps, ben, ça va peut-être amener les gens à réfléchir à comment on peut changer nos méthodes. Puis des fois, c'est pas parce qu'on veut mal faire ou pas, là, c'est pas dans ce jugement-là, pas du tout. C'est plus que des fois, on utilise des stratégies parce qu'on sait qu'elles fonctionnent bien, mais là, notre cadre vient de changer. Est-ce que moi, je vais être apportée à modifier mes évaluations? Ben si oui, et si ça a tendance à se reproduire, il faut que je réfléchisse à mon évaluation parce que là, j'ai pas moyen d'être physiquement devant eux puis de vérifier s'ils trichent ou pas ou s'ils apportent du matériel qu'ils n'ont pas le droit, etc. J'ai pas moyen de vérifier ça de mon côté à la maison. Fait que non seulement ça modifie les stratégies dans le cadre de mon cours, mais ça va aussi modifier les stratégies d'évaluation qui vont être en lien avec ce cours-là. Fait que moi, j'ai le goût de dire que oui, ça modifie des choses en ce moment pour la session d'hiver, mais là, assurément, la session d'été, elle va être touchée aussi. Disant que quand le premier ministre dit justement que ça va être une ouverture qui va être lente et progressive, ça va aussi modifier notre session d'été. Donc, moi, je me dis, là aussi, même plus tard, ben ça va être des stratégies pédagogiques qui vont avoir changé pour les enseignants, que ce soit au secondaire, mais que ce soit à l'université, au cégep ou à l'université aussi, je pense. Jean-Benoît avait une question. Oui, j'ai une question. Vous parlez de télétravail et d'enseignement à distance depuis plusieurs minutes. Est-ce que vous sentez que vos institutions vous donnent de l'appui pour passer à du télétravail ou de l'enseignement à distance? Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, Vincent nous a mentionné que la plateforme Team avait été déployée. Est-ce que vous avez de l'appui? Si vous sentez que vous n'en avez pas assez, qu'est-ce qui vous aiderait à faire ce passage-là vers un enseignement à distance? Ben, personnellement, si j'y vais rapidement, nous aussi, le Teams a été déployé, je pense, la semaine numéro 2 de tout ça. Là. J'avais jamais touché à ça. Ça faisait longtemps qu'on le demandait. Je pense que ça a forcé la main à des gens qui résistaient peut-être un peu plus, mais là, maintenant, on l'utilise tous les jours. Ça va très bien. Je pense qu'on est bien soutenu. En tout cas, moi, autant par notre coordonnateur au bureau de pédagogie, autant pour notre patronne au service des technologies de l'information. On est encouragé à faire du télétravail, la conciliation travail-famille aussi. Ils prennent compte de toutes nos réalités à chacun. Puis c'est pas tout le monde qui est sollicité de la même façon dans l'université en général. Là. Je sens que chez nous, au bureau de pédagogie pour le service des technologies de l'information, on est quand même très sollicité. Laurent, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais
On fait nos 35 heures, mettons. Oui, absolument. Mais je pense aussi que je suis totalement d'accord avec toi, Mathieu. Je pense qu'on sent cet appui-là, puis on essaye aussi que les enseignants le sentent aussi, cet appui-là. Je pense que par la quantité de formations, de rencontres, d'accompagnement qu'on offre par semaine, on envoie de la publicité à toutes les semaines pour encourager les gens à s'inscrire ou à venir nous rencontrer virtuellement. Donc, j'espère que ce soutien-là se sent. Mais au niveau de la technologie, moi, j'ai l'impression que l'université a mis en branle beaucoup de choses qui avant étaient peut-être sur pause ou tu sais, c'était, tu sais, moi, c'est ça, Microsoft Teams, entre autres, le 365 pour les employés, il n'était pas encore appliqué avant que tout ça arrive, mais il avait été déployé chez les étudiants. Mais moi, ça fait 6 mois que j'étais avec l'équipe de l'UQTR, puis quand je suis arrivée, on me disait que Teams s'en venait. Oui, depuis toujours. Mais là, c'est durant cette période-ci où on a obligé la chose. Là, ça a vraiment. Donc, au niveau technologique, moi, j'ai l'impression que ça a déployé un paquet d'affaires qui avant étaient peut-être étaient des objectifs. C'était sur la glace. Donc, moi, je pense que de notre côté, en tout cas, j'ai senti qu'on a été bien appuyés. Puis j'espère qu'on appuie bien nos enseignants. Puis j'espère qu'on va continuer. Puis si c'est pas suffisant, ben, j'espère qu'on va mettre ce qui est en place pour bien répondre à leurs besoins à eux aussi. Vincent? Regardez, nous aussi, c'est clair que tout le monde est pour que ça fonctionne bien là, au niveau des chargés de cours et des professeurs, là, donc le corps enseignant de façon générale. Mais après ça, là, ce qui manque actuellement, ou en fait ce qu'on va avoir de besoin pour l'avenir, si on parle en termes de télétravail ou éventuellement de téléenseignement, ça va être du temps. C'est ça qu'on n'a pas là, actuellement. Là, on est juste dans l'urgence. Là, OK? Oui, on déploie de telle plateforme. Oui, on donne du matériel. Oui, s'il y a quelque chose qui te des questions, appelle le service de soutien à la formation, puis on va essayer de t'aider, etc. Mais il reste que là, ça va prendre du temps pour arriver avec quelque chose qui a de l'allure pour vrai. Là. Pas juste quelque chose qui fonctionne, mais quelque chose qui a de l'allure. Puis qui donne les résultats pédagogiques de formation qu'on veut atteindre éventuellement. Puis ça, il va falloir qu'on arrête d'être dans l'urgence à un moment donné pour pouvoir s'aligner vers ça. Fait que ce qu'on vit actuellement va assurément avoir activé toute cette volonté-là, cette nécessité-là. C'est dans les prochaines années là, qu'on va vraiment voir se déployer tout cet aspect-là. Laurence? Je rajouterais en fait, tu sais, mettons, nous, la question des évaluations, elle a été quand même abordée aussi, étant donné qu'on ne peut pas assurer quelqu'un qui enseigne à une classe de 100 ou peut-être moins, mais qui est un examen davantage basé sur les connaissances, puis que les étudiants, ainsi, ont accès en étant à la maison, ils ont accès à leur volume, etc. Les autres universités, je sais qu'il y a quelques universités qui ont testé des logiciels pour être capable de voir l'étudiant à la maison puis d'assurer Détecter le plagiat, là. Ouais. C'est ça, exactement. Mais encore là, on voit qu'il y a des limites technologiques, elles aussi. Fait que ça aussi, c'est un élément important. C'est qu'il faut réfléchir à comment on peut bien monter ces cours-là, bien le faire à distance. Mais en même temps, on a une limite technologique aussi qui est parallèle à ce travail-là. Donc, c'est encore une fois une situation qui n'est pas parfaite, mais que dans les prochaines années, probablement aussi qu'on va avoir des logiciels qui vont peut-être encore mieux répondre à l'enseignement à distance comparativement à aujourd'hui, bien que ça a été fait aussi dans le rush, dans l'urgence. Oui. Ben, merci beaucoup de votre participation. C'est fort pertinent. C'est de loin des podcasts les plus. J'ai écouté tout le long. Je suis comme Tu dis toujours ça. Non, c'est vraiment bon. Il est tenu de nous entendre parler, c'est pour ça. Vraiment, ça emmène un tout autre aspect qu'on n'a pas couvert jusqu'à maintenant. Tu sais, on a parlé beaucoup d'enseignement au secondaire, on a parlé du primaire un peu, on a parlé des professionnels, mais on n'avait pas encore abordé de près
tout ce qui est la partie enseignement universitaire. Puis, non, merci beaucoup, effectivement, de votre participation, tous les trois. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Il fallait bien une crise pour en parler, c'est ça. Ouais, si jamais vous voulez nous réinviter ou si vous élaborez sur le sujet de comment on peut anticiper le retour, ça me fera plaisir de venir vous en jaser. J'ai justement eu une rencontre hier avec l'équipe de direction puis l'ensemble des syndicats à Sherbrooke, puis il y a comme un plan qui se dessine là, pour l'automne puis l'année prochaine. Là. C'est quelque chose. Ça va être des beaux défis. Ouais. Donc, la réalité de la chose nous rattrape. Là. Toute la question des normes socio-sanitaires et de la distanciation sociale, là, quand on pense que là, pour vrai, ça risque d'être pendant encore 12 mois, 18 mois. Ça a beaucoup d'impact. Puis on va le voir aussi au niveau du primaire secondaire, là, collégial. Il y a comme quelque chose d'assez inimaginable qui nous attend là, dans les prochains mois. Oh oui, définitivement. On dirait que j'ai un peu peur. Une journée à la fois. Ouais, c'est intriguant. Donc, Vincent Baucher, merci beaucoup de ta participation. C'est un immense plaisir. Laurence Murray-Dugré, merci beaucoup de ta participation aussi. Ça m'a fait plaisir. Lâche pas ton beau travail. Et j'ai Mathieu Bouchard, merci beaucoup encore une fois. Lâchez pas, on va y arriver. Et on remercie mon fils de participer aussi au podcast. C'est bon. Il a de la joie, ton fils. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve sur YouTube, Spotify, Google Play Music, Apple Podcasts et ainsi de suite. Partout. Là, donc, participez en partageant et en mettant des petits pouces en l'air. Et si vous voulez participer, vous avez des idées de sujets, vous voulez jaser avec nous d'un sujet, vous nous faites signe, vous contactez soit Laurent, soit Marc-André, soit moi, on est sur les réseaux sociaux, ou directement la page Les Profs Podcast sur Facebook et vous nous suggérez vos sujets, votre participation, ça nous intéresse toujours. Et en ce moment, c'est plus facile que jamais d'avoir du monde de partout au Québec. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Bye! Bye!